Oui, bonjour à tous. Alors, si le corps des sapeurs-pompiers reste à juste titre le chouchou des Français, il est confronté lui aussi à la crise du monde moderne, explosion du nombre d'interventions, terrorisme, regroupement des casernes, crise du volontariat, coupe sévère dans les budgets. Et pour en parler, nous avons invité le colonel Frédéric Marquilessia. Bonjour mon colonel. Bonjour. Directeur adjoint du service départemental d'incendie et de secours du Var, et le commandant Bernard Dutré, chef du centre de secours d'Ops, chef de la caserne de d'Ops. Bonjour. Alors, du 21 au 24 septembre 2016, les sapeurs-pompiers se sont réunis à Tours pour leur congrès national, qui est présidé par votre collègue Éric Faure. Et cette 123e édition était placée sous le thème « Le citoyen, acteur engagé au cœur de la chaîne de secours ». Alors, en mai 2016, les sapeurs-pompiers de France, la Croix-Rouge française et la Protection civile se sont vus décerner le label « Grande cause nationale » pour leur projet « Adoptons les comportements qui sauvent, informez-vous, formez-vous ». Grande campagne, importante. Importante campagne qui fait surtout suite aux attentats dramatiques que la France a connus ces derniers mois et qui a généré dans la population un fort besoin de protection, bien sûr, et un fort besoin de s'investir dans sa propre protection. Et en février notamment, une grande campagne a été lancée dans les centres de secours, mais aussi auprès de nos camarades des associations agréées de sécurité civile, pour ouvrir nos portes et permettre à la population de connaître en 2 heures seulement, mais au moins en 2 heures, les premiers gestes qui sauvent. Et cette manifestation, cet engagement de la part des acteurs de la sécurité civile a permis d'une part de faire connaître à la population la possibilité d'acquérir ces gestes. Il y a des gens qui ne savaient même pas qu'on pouvait être formé comme ça assez rapidement, à peu de frais. Et depuis, ça suscite un engouement. Donc on continue sur cet axe-là. Et le fait que ce soit décerné grande cause nationale, ça ne fait que nous encourager dans cette voie. Alors c'est vrai que face à des situations de catastrophe, malaise ou accident, pouvoir engager une assistance jusqu'à l'arrivée des secours peut faire gagner de précieuses minutes dans le sauvetage d'une vie. Vous avez tout à fait raison. Tout à fait. Simplement, le simple geste d'appeler les secours et de donner une adresse exacte, de décrire une situation à peu près correctement, ça permet déjà d'envoyer les secours adaptés à la bonne adresse et d'envoyer ce qu'il faut pour répondre à la situation de crise. C'est important. Ensuite, si la personne sur place peut effectuer des premiers gestes de manière à maintenir en vie une personne en difficulté, ça va être aussi une chance de survie supplémentaire pour cette personne. Donc il est important de savoir les gestes qui sauvent pour soi, pour sa famille, et pour autrui. D'accord, on va reparler de tout ça. Alors, on va quand même énoncer quelques chiffres, parce que les pompiers français, on sait ce que c'est, mais sur le fond, on ne se rend pas tout à fait compte quand même, parce que l'effectif en 2015, fin 2015, nous avions 40 966 pompiers professionnels, et en face, 193 656 sapeurs-pompiers volontaires. C'est dire si le volontariat est important dans notre pays pour les services de secours. Le rapport est à peu près de 1 à 4. Ouais. Et ça n'est pas suffisant. Alors ça n'est pas suffisant. Le volontariat, effectivement, on en a besoin, on en aura toujours besoin. On n'a pas véritablement une crise du volontariat au plan national. On a des endroits en France. La désertification, c'est pas simplement une vue de l'esprit. On en parlera aussi. On manque de volontaires, effectivement. Ouais. Et quelle que soit la taille des structures, quels que soient les départements, il y aura toujours un endroit où on manquera de pompiers volontaires. Donc la difficulté, c'est pas tellement de trouver des volontaires, c'est de trouver les volontaires au bon endroit. C'est ça. Alors bien sûr, quand on voit le chiffre des sapeurs-pompiers volontaires, 193 000, si demain ils s'arrêtent, il n'y a plus de secours en France, c'est fini. Oui, alors quand on dit qu'il faut recruter des pompiers volontaires, c'est vrai qu'il faut les recruter, mais il faut aussi les fidéliser. Et là-dessus, il faut évoluer, c'est bien qu'il y ait des lois qui sortent, qu'il y ait des textes. Encore faut-il qu'ils soient appliqués, qu'ils soient encouragés, et pour qu'on puisse garder nos volontaires qui, quand ils sont formés, quand ils sont vraiment opérationnels, il ne faut pas les laisser partir. C'est à ce moment-là qu'on a le problème. Ça, c'est un peu le fil rouge d'Éric Faure, au niveau des congrès nationaux annuels, c'est qu'il remet chaque fois ce travail sur la table en disant « Messieurs les politiques, vous ne nous suivez pas assez, vous dites des paroles, mais vous ne les mettez pas en place. » C'est un peu ça. Alors bien sûr qu'il en faut des pompiers. Il en faut des pompiers, pourquoi ? Parce que, tenez-vous bien, chaque année, en France, il y a 21 millions d'appels comme celui-ci, par exemple. Urgence pompier, j'écoute. Oui, les pompiers, venez vite, il y a le feu. Vous êtes à quelle adresse, madame? Au 122 rue de Rivoli, à Paris 1er. De rue de Rivoli, Paris 1er? Oui, faites vite. D'accord, qu'est-ce qui brûle? Il y a beaucoup de fumée dans le couloir. Beaucoup de fumée dans le couloir? Oui, partout, beaucoup. Vous êtes à quel étage, madame? Au 4e. Il y a combien d'étages dans l'immeuble? Il y en a 6.
place. Écoutez madame, les pompiers sont partis, Oui, d'accord? Il y a de la fumée dans l'appartement ou pas? oui, il y en a plein de fumée. Oui, il y a de la fumée. Alors vous allez prendre un linge, d'accord? Vous allez le mouiller, vous allez le mettre sous la porte d'entrée. Et vous dirigez dans une pièce où il n'y a pas de fumée. Vous allez ouvrir la fenêtre. Les pompiers, ils arrivent. Hein. D'accord, merci. On arrive. Hein. Oui, dépêchez-vous, arrêtez le feu. Voilà, c'est un vrai appel, hein, bien sûr. Alors, lorsque je suis monté vous rencontrer au SDIS de Draguignan, j'ai pu voir la salle où arrivent les appels. Et effectivement, hein, celui qui prend les appels doit faire preuve de calme et donner tout de suite les bons conseils. Et évaluer également, la portée de la situation. Je vais revenir 2 secondes à peine sur l'appel qu'on vient d'entendre, et c'est remarquable. Si on avait des appels comme ça tous les jours, ce serait fabuleux. On a une adresse, on a une description de la situation, et si on avait à chaque fois des appels comme ça, ce serait fabuleux. C'est malheureusement pas le cas. On a souvent venez vite, il y a le feu et ça raccroche, quoi. Ah oui. Donc on peut comprendre que dans la panique, les gens fassent un peu des gestes inconsidérés. Juste un mot, j'ai lu qu'il ne fallait jamais raccrocher avant les pompiers. C'est tout à fait ça, donc c'est ce que j'allais vous dire. Ne raccrochez qu'après qu'on vous l'ait demandé. Donc lorsque l'opérateur a tous les éléments qui lui permettent de bien gérer l'intervention, à ce moment-là, il vous indiquera que vous pouvez raccrocher. Voilà, effectivement, on a souvent des appels incomplets qui obligent à faire un contre-appel, c'est-à-dire à rappeler le demandeur, et forcément on perd du temps. Et encore, si le demandeur est sorti de l'appartement, on va perdre des éléments importants, effectivement. D'accord. Alors, j'ai regardé également, bien sûr, le motif de ces interventions. Alors, tenez-vous bien, hein, l'an dernier, 4 450 000 interventions. C'est énorme. Et très curieusement, on en avait parlé d'ailleurs à Draguignan, il n'y a pas beaucoup d'incendies par rapport à ce nombre. 300 000 incendies. Oui, la part des feux, en général, a considérablement baissé dans le volume des interventions des sapeurs-pompiers. C'est lié à plein de choses. C'est lié à la prévention elle-même, puisque les règles de prévention s'appliquent et font forcément que l'occurrence d'incendie diminue. Les matériaux, il y a tout un tas de choses qui ont fait baisser le nombre d'incendies. Aujourd'hui, on tourne autour de 5 ou 6% de nos interventions pour ce qui concerne les incendies. C'est surtout le secours à personne qui a pris beaucoup d'ampleur. On est autour des 80%, incluant donc les secours à personne sur la personne elle-même, mais également tout ce qui concerne le secours routier, où aussi bien sûr des personnes sont impliquées. Alors justement, secours à personne, 3 410 000. Et ça augmente chaque année. Et ça augmente chaque année. Donc vous faites pratiquement que de la prise en charge de victimes. Alors la route, bien sûr, mais aussi les infarcts. Enfin, je veux dire que vous intervenez pour beaucoup de choses. Le spectre est très large, puisqu'on empiète même quelquefois sur carrément le domaine social, où on va porter secours à une personne en détresse, parfois plus psychologique que physique. Mais bon, il faut bien qu'on y aille, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour s'occuper de ces détresses-là. Oui. Alors, accident de la circulation, en gros 280 000, risque technologique 53 000. Qu'est-ce que c'est le risque technologique? 53 000 interventions quand même. Un vaste fourre-tout, ça. Ça peut aller d'AZF, en exagérant considérablement, oui. Jusqu'au berlingot de Javel renversé dans la cuisine, malencontreusement. Donc on va remettre tout ça là-dedans. Et après, nettoyage des voies publiques, éboulements, inondations, 405 000 interventions. Alors, il faut savoir quand même que de plus en plus les SDIS recadrent un peu ces appels sur le cœur du métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, appeler parce qu'on a une abeille dans la salle de bain, c'est plus possible. Alors, appeler, ce sera toujours possible, puisqu'on a des appels. Vous citiez tout à l'heure le nombre d'interventions. Je pourrais citer après le nombre d'appels, qui est considérable aussi. On a tout et n'importe quoi. Ouais. Mais 21 millions. 20, voilà. Donc, c'est-à-dire, grosso modo, pour une intervention, on aura reçu 5 à 6 appels. Donc, c'est à peu près la moyenne. Simplement, les gens... on se réflexe, quand on ne sait plus qui appeler, on appelle les pompiers. Oui, oui. C'est pour ça qu'on se trouve souvent confronté, et je parle sous le contrôle de Bernard, on est confronté à des demandes, à des demandes qui sont parfois complètement ubuesques. Oui, j'avais vu qu'ils, quelquefois, ils appelaient pour avoir le numéro de la Sécu, par exemple, le numéro de téléphone de la Sécu, des choses comme ça. Oui. Alors attention, il y a les faux appels aussi. Alors les faux appels, on arrive à les détecter parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, nos opérateurs en réception du 18 ou du 112 sont formés, sont efficaces, et à l'aide d'un jeu de questions-réponses arrivent la plupart du temps à détecter le petit malin qui a envie de se faire plaisir et surtout de nous mettre en difficulté. Il arrive malheureusement que certains passent au travers, effectivement, on enverra des secours pour rien. Mais plus que les fausses alertes, ce qui pèse beaucoup sur le moral de nos opérateurs, ce sont les insultes. Et je tiens à le souligner. Oui, on reçoit beaucoup d'appels insultants, des gens qui sont désœuvrés, qui vont insulter les pompiers, comme ils le font certainement auprès des forces de l'ordre. On a de très bons rapports avec nos camarades des forces de l'ordre. Ils sont confrontés au même problème. Les gens appellent, insultent, raccrochent. Enfin,
on pourrait être intarissable. Alors, il faudrait quand même rappeler que le code pénal prévoit 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende pour ce genre de farce. Absolument. Il ne faut jamais l'oublier. Même si sans doute ils ne les font pas souvent, mais quand même, c'est puni. Alors bon, force est de constater que des événements changent fondamentalement les habitudes de vie et font que rien n'est plus comme avant. Écoutez. Problème, un avion a été détourné. Il se dirige vers New York. C'est vrai ou c'est un exercice? Non, ce n'est pas un exercice. Avez-vous une idée de sa situation? On le cherche. Vous le cherchez? Pas un seul pompier ne se disait que c'était une intervention comme une autre. L'un d'entre eux a levé les yeux et a dit « On ne survivra peut-être pas à cette journée ». Tout le monde s'est regardé et a approuvé. C'est vrai, tu as raison. On a pris le temps de se serrer la main et de se souhaiter bonne chance. Je me souviens de sa silhouette. Il avait une petite lampe torche et je me suis orienté grâce à cette lampe. Je ne suis pas porté sur la religion, mais pour moi, c'était comme un ange. Ouais, j'ai fait un montage très, très fort, très puissant, justement pour montrer ce travail que font les pompiers. Alors bien sûr, attentat du 11 septembre 2001 à New York, est le plus meurtrier jamais perpétré depuis le début de l'histoire. 6291 blessés, 2973 morts, dont 60 membres des services de police et 343 membres du corps des sapeurs-pompiers de New York. Énorme. Oui, c'est vrai que 15 ans après, l'émotion reste encore très forte. Chaque fois que j'écoute ce montage, c'est... Voilà, c'est des chiffres qui dépassent l'entendement. Ouais. On n'a jamais perdu autant d'hommes sur une seule opération. Et bon, on était en situation effectivement exceptionnelle. Malgré tout, les gars ont eu le courage d'aller chercher en haut des tours ceux qui pouvaient être sauvés. Ouais. Et ils en ont payé malheureusement le prix fort. Alors, ce montage que j'ai pu faire montre bien quand même l'héroïsme des sapeurs-pompiers, parce qu'on entend ce pompier dire... on savait qu'on risquait de ne pas revoir nos familles le soir même. Et ils y vont quand même. Alors eux, lui, s'en est sorti. Mais ils en ont perdu 343 de collègues. Et puis après, ce témoignage de ce gars qui a été sauvé, et qui dit, quand je l'ai vu, il avait la figure d'un ange. Ça résume véritablement les rapports qui existent entre les gens et les sapeurs-pompiers. On est tous un peu émus sur ce document. Simplement réentendre la situation lorsqu'elle s'est produite. Non, pour en revenir sur l'ange, sans être forcément dans un contexte aussi dramatique que le 11 septembre qui a dépassé l'entendement sur bien des dimensions, le pompier, lorsqu'il arrive, le sauveteur en général, parce qu'il n'y aura pas que les pompiers, le sauveteur en général, quand il arrive près d'une personne en détresse, forcément celle-ci va le percevoir comme un sauveur, un ange, quelque chose qui vient presque surnaturel, qui vient lui apporter le secours dont elle a besoin. Donc c'est vrai que c'est presque l'image d'Épinal pour les sapeurs-pompiers. Tous les sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels sont des héros en puissance, en devenir pour certains. Et c'est vrai que cette image contribue largement à l'engouement des gens en général pour notre profession. Et j'espère qu'elle restera longtemps. C'est la moindre des choses. Oui, elle restera très longtemps, je pense. Alors bon, nous, on y a eu droit aussi, malheureusement. Paris, 13 novembre 2015, 130 morts, 413 blessés. 430 pompiers ont pris en charge à eux seuls, 381 victimes, dont 257 blessés par balle, ça c'est nouveau aussi, pour vous sans doute. Et Nice, le 14 juillet 2016, 86 morts, dont 10 enfants. 434 blessés, et 120 pompiers étaient sur place. Mais je reviens sur le témoignage que nous avons eu sur New York. Quand vous arrivez sur des sinistres où véritablement vous sentez que ça risque d'être fatal pour vous, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête? Est-ce qu'il y a un phénomène qui fait que passe en priorité le fait d'aller sauver des gens? Et je pense que c'est ça, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Ou vous commencez quand même à gamberger pas mal?
Je pense, je peux pas parler pour l'ensemble de mes camarades, mais bon, il est clair que la technicité, les heures d'entraînement que nous effectuons toute l'année, en permanence, il n'y a pas une garde qui se passe sans qu'on s'exerce. Tout ceci entraîne une espèce de réflexe, un arc réflexe qui fait que, en dehors de la situation, on ne va pas la regarder avec les yeux de quelqu'un, d'une personne classique. On va la regarder, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on va s'y prendre. Et c'est cette technicité qui va prendre le pas sur l'émotionnel. Par contre, après l'opération, oui, ça va se passer autrement. Et de plus en plus, on développe des mécanismes pour justement prendre en charge ceux de nos camarades qui ont été confrontés aux situations les plus violentes, de manière à leur permettre de prendre la parole, de s'exprimer, de dire ce qu'ils ont vécu et d'évacuer tout ce qu'ils ont. Alors, ça prend du temps, on n'est pas habitué. Le pompier a encore cette image de héros invincible auquel il ne peut rien arriver. Et malgré tout, le héros, c'est d'abord un homme. Et c'est un homme, il a besoin de parler, il a besoin d'exprimer ses émotions, et petit à petit on arrive à mettre en place ces mécanismes post-traumatiques pour leur permettre de s'exprimer et de surpasser l'émotion qu'ils ont connue. Commandant Dutré, ok. Et quelquefois aussi, on voit le danger, je dirais, au moment où il est là, où on y est confronté. On ne le voit pas forcément. On sait qu'on intervient dans des situations de risque, ça c'est clair. Mais pour avoir vécu quelques situations avec des collègues, autant on a eu l'appréhension et on a anticipé sur certaines interventions où on pensait que pour être en danger, on l'a pas été, et d'autres où on a été, et on a fait face, et on a eu la chance de s'en tirer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement, de nos collègues. Mais voilà. Après, quand on va sur des interventions, que ce soit des attentats ou que ce soit d'autres situations, on est dans le trajet, on pense à ce qu'on va trouver, on ne trouve pas forcément ce qu'on a pensé, parce que même si on a la description de l'événement qui a été signalé par un requérant, on trouve ce qu'on trouve, mais une fois qu'on y est, on est obligé de faire. Donc c'est pour ça que les pompiers, peut-être pour certains, se dépassent, mais non, mais on est là, les gens nous regardent, on fait sans se poser de questions, et par contre, il faut se connaître, et il faut avoir l'habitude de bosser ensemble. Ça, c'est important, et tout à l'heure, on parlait un petit peu des casernes qui fermaient, vous avez parlé des casernes qui fermaient. Il faut savoir que, quelque part, il faut être efficient et avoir un peu d'habitude pour travailler ensemble et connaître les manœuvres et autres. RCF, c'est d'actu, Marc Armentet. Alors bon, pour revenir malheureusement à ces attentats, à Nice, le lieutenant Pierre Binot, qui est le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes, était présent, puisqu'il dirigeait un effectif de 28 secouristes, et c'est lui qui est arrivé, bien sûr, sur les lieux. Il a dit une chose importante, et des choses que je pense, bien sûr, vous commencez à prendre en compte. Il a dit, avant de pouvoir intervenir, il a fallu attendre d'interminables minutes, le temps de vérifier qu'aucun explosif n'était caché dans le véhicule. C'est-à-dire qu'ils ont vu les gens se rouler de douleur sur le sol sans pouvoir intervenir, parce qu'on leur disait, attendez, il risque d'avoir des explosifs dans le véhicule. Il est vrai que le surattentat est une préoccupation importante dans le déploiement des secours, et les situations auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, on a beau avoir des directives nationales, tout un tas de choses, on s'aperçoit malheureusement avec l'attentat de Nice que le vecteur de destruction peut changer. On n'est pas simplement dans des blessures par arme à feu, on s'aperçoit qu'un simple camion, quasiment un objet du quotidien, peut devenir une arme de destruction massive. Et face à cette situation, il est évident que les forces de l'ordre ont un rôle à jouer important de protection et des populations et des sauveteurs. Et il va falloir que nous, sapeurs-pompiers, nous changions un peu notre vision de l'urgence. C'est-à-dire, aujourd'hui, on arrive, une victime, on la prend immédiatement en charge, on fait les soins, et il va falloir intégrer dans nos procédures cette notion de risque supplémentaire, et donc notre rapport à l'urgence. Oui. Et c'est pour ça que nous travaillons, encore une fois, dans le Var, avec une excellente collaboration avec les forces de l'ordre, pour mettre en place un dispositif d'intervention qui leur permettra à eux de faire leur travail de sécurisation que nous ne sommes pas fondés à faire, et nous permettre également à nous de porter les premiers secours le plus rapidement possible, sans avoir ce retard. Il est évident que, j'imagine parfaitement le lieutenant Binot devant des victimes qui appellent à l'aide, et qui se trouve empêché pendant quelques instants d'intervenir pour sa propre sécurité comme pour celle des victimes. Et on sait combien l'attente paraît interminable quand on attend un secours, et parfois quand nous-mêmes nous sommes en attente de le distribuer, ce secours. Eh oui. Alors bien sûr, la question c'est celle-là, comment sauver un maximum de vies sans risquer la sienne. Tout le problème est là.
Et il faut comprendre que lors de ce type d'attaque, les hommes d'armes, le GIGN et le RAID interviennent pour neutraliser l'assaillant, bien sûr. Mais vous êtes au milieu. Ou pas encore, mais vous y êtes, sur place. On est sur place, effectivement, mais aucune situation ne ressemble à l'autre, donc on aura du mal à arrêter une procédure. Il faut arrêter des grands principes d'intervention, savoir qui fait quoi. Et d'ailleurs, dans ces situations-là, nous serons forcément placés sous l'autorité des forces de l'ordre, parce qu'il y a une dimension maintien de l'ordre qui est indiscutable. Tout à fait. Et il faudra qu'on arrive à se faufiler quelque part dans ce dispositif. Alors nous travaillons au quotidien avec les forces de l'ordre, c'est pas le souci, mais effectivement là nos missions vont être tellement imbriquées qu'il faut absolument revoir notre manière de penser. Et c'est déjà en cours, on n'a pas attendu heureusement oui, j'imagine, tout ça. Mais c'est compliqué parce que les sapeurs-pompiers comme les forces de l'ordre vont devoir modifier leur approche de l'intervention et de leur cœur de métier. Alors, et c'est là que c'est compliqué. Justement, les polémiques qui ont suivi les attentats de novembre 2015, souvenez-vous, ont confirmé les mauvaises relations existantes déjà entre le RAID et le GIGN, des relations qui, nous l'espérons tous, vont rapidement s'améliorer, car on a quand même besoin d'eux. Remarquez, pour moi, la solution la plus rationnelle serait de les dissoudre, de ne former qu'une seule et même unité. Mais bon, je vais vous lire un petit résumé de ce qu'avait dit le commandant du RAID, qui était présent au congrès de Tours d'ailleurs. Il ne faut pas se voiler la face. Vous, sapeurs-pompiers, vous avez l'habitude, quand vous arrivez sur vos opérations, d'être les patrons. Quand les démineurs arrivent sur leurs opérations, ce sont eux les patrons. Et moi, quand j'ai l'habitude d'arriver sur mes opérations, c'est moi le patron. Et il finit par alors forcément, quand on mélange tout ça, qu'il y a des explosions, des terroristes, le feu, il faut trouver quelqu'un qui pilote. C'est exactement ce que vous êtes en train de dire. C'est tout à fait ça, qui pilotera le navire, et je pense que chacun, avec ses compétences propres, aura l'intelligence de trouver une solution à cette situation, et c'est ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de travailler là-dessus. Mais bon, encore une fois, la menace est tellement protéiforme qu'il sera difficile de trouver une réponse unique. Je pense qu'il vaut mieux se préparer à tout, et travailler dans ce sens-là, donc définir des grandes lignes d'intervention pour pouvoir être sur le terrain le plus efficace possible par rapport à ce qu'on trouvera. Oui, non, mais d'autant plus que on sait que les choses vont continuer. C'est pas un secret de dire qu'on va avoir d'autres attentats. On en déjoue tous les jours. On a à la radio, on entend ça tous les jours. Mais il me semble vraiment urgent, notamment pour vous, parce que le GIGN ou le RAID, ce sont des gens qui sont formés pour la guerre, pas vous. Vous êtes formés pour sauver des gens. Donc vous devez être sous leur protection, et avant tout sous leur protection. C'est ça. C'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté pour nous d'intégrer cette dimension où il faut donc attendre d'être nous-mêmes protégés avant de pouvoir protéger les autres. C'est un peu compliqué quand même dans notre approche. Alors on va changer de sujet et on va parler d'un gros problème. C'est la fermeture des casernes. C'est un gros problème au moins sur le papier. Peut-être pas pour vous, mais je vous assure que pour les gens, c'est un véritable souci. On l'a vu pendant ce congrès, François Hollande était engagé à pérenniser le nombre de casernes dans notre pays, dans son discours, et il n'apportait aucune réponse en fait aux inquiétudes provoquées par la fermeture à répétition des centres de secours, 250 depuis 2013, qui s'ajoutent aux 600 fermés entre 2006 et 2012. Alors, on prévoit en plus que d'autres fermetures d'ici 2020. Alors bien entendu, cela s'explique par un manque d'effectifs, sans doute, de pompiers volontaires et un nombre d'interventions peut-être jugé trop faible par endroit. Je pense qu'il n'y a pas une règle générale pour les fermetures de centres. Je vais prendre ce que je connais le mieux, c'est-à-dire le Var pour l'instant. Dans le Var, nous ne fermons pas de caserne, parce qu'on n'en a pas à fermer. On a procédé il y a quelques mois à un regroupement de centres de secours, car les deux entités étaient à 700 mètres l'une de l'autre à vol d'oiseau. Donc là, d'accord. Voilà, donc c'était... Alors on pourrait parler, une caserne... Non, la caserne a été rassemblée en un seul point, et on a pris le temps de le faire, ça a pris plusieurs années, on a pris le temps. Je pense que le temps est important, et l'explication, expliquer aux gens pourquoi on fait telle ou telle chose. Fermer une caserne, ça peut répondre à une contrainte économique à l'instant T. Et ça peut s'entendre dans certains endroits. Encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse donner une dimension nationale à ce problème-là, puisque c'est vraiment quelque chose qui doit être traité au plan local. On a peut-être des départements où les casernes sont pléthoriques pour des raisons historiques,
Et puis aujourd'hui, on se rend compte, il faudrait peut-être penser à enfermer simplement parce qu'il n'y a pas assez d'activité pour 2 casernes quand une seule pourrait suffire. Ça coûte pas bien cher quand même. C'est pas tellement, c'est pas toujours une histoire. Je sais pas, moi, c'est rassurant pour les gens qui dans un hameau, dans un village relativement important quand même, d'avoir ce petit centre de secours qui est là en permanence avec une petite camionnette peut-être et 2 sapeurs-pompiers volontaires. C'est important quand même pour un village. Ça. Oui, c'est important, mais ça coûte pas cher en plus. C'est même plus une question de coût, c'est qu'au bout d'un moment, cette caserne, si elle n'a pas une activité opérationnelle suffisante, elle va perdre de son attrait. Il ne faut pas rêver. Qui va aller dans une caserne qui ne sort pas ? On a eu un cas dans le Var, un centre de secours a été fermé, non pas parce qu'on a souhaité le fermer, mais parce qu'il n'y avait plus personne. Le centre de secours n'intervenait pas. Au bout d'un moment, c'est comme si vous mettiez un club de foot, il n'y a pas de match. Oui, mais il n'intervenait pas parce qu'il y avait peut-être assez près d'autres qui intervenaient pour lui. Là, je le comprends. Mais vous avez aujourd'hui vous avez des endroits où il n'y a plus d'école, il n'y a plus de poste, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de poste à essence, il n'y a plus de médecins et bientôt plus de casernes, quand même. Et j'ai vu des exemples où, quand même, en cas d'incendie, il faut une demi-heure pour y arriver. Oh, mais là, on fourmille d'exemples comme ça. Mais bon. Eh oui, mais est-ce que ce serait pas bien de garder un petit poste ? On n'est pas obligé d'avoir une caserne comme celle de Toulon, mais un petit poste qui soit là au cas où, pour intervenir rapidement avec 1 ou 2 pompiers volontaires du village, qui en plus sauverait la petite mamie de l'infarctus ou je sais pas moi. Là, il n'y a plus rien. Et encore une fois, y a-t-il des gens qui sont volontaires pour assurer ce petit poste ? Et c'est peut-être ce que les maires des villages pourraient faire, dire au village, il nous faut 2 pompiers volontaires, allez-y. Ça permettrait peut-être aussi d'en recruter un peu plus. Je ne pense pas qu'on puisse... les élus, j'ai la chance de travailler beaucoup avec les maires, notamment du Var, ce sont des gens qui sont quand même très préoccupés par la sécurité de leurs concitoyens. D'ailleurs, ce sont les communes du Var qui abondent le plus le budget du SDIS. Donc, chacun des 153 maires du Var, je suis convaincu, est vraiment convaincu de l'intérêt des sapeurs-pompiers. Je parle pour ce que je connais encore une fois. Maintenant, le maire à lui tout seul ne va pas pouvoir susciter des vocations. Il y en a beaucoup qui ont mis en place des réserves communales de sécurité civile, qui entretiennent un comité communal de feu de forêt auquel je tire mon chapeau en passant, je profite de ce passage à l'antenne. Ce sont des gens, ils ont quand même 5000 sur le département du Var. Ce sont des gens qui sont à nos côtés, notamment en saison feu de forêt, et qui nous apportent un soutien considérable. Et ça, c'est déjà la matérialisation d'un bénévolat, d'une volonté de servir l'autre. Donc sans qu'il y ait forcément une caserne, on sait que dans les communes, dans les villages, il y a des gens de bonne volonté qui seront capables de faire quelque chose. Oui. Ce sont les SDIS qui prennent la décision de ces fermetures ? Oui, c'est l'échelon local qui décide. Le SDIS est gouverné par un conseil d'administration, lequel est composé d'élus du conseil départemental, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Donc, ce conseil d'administration, sur la base des rapports qui lui sont transmis, et notamment sur la base du schéma départemental d'analyse des couvertures des risques, peut prendre la décision de fermer une caserne, ou d'en créer une, on parle des fermetures, mais on ne parle pas des créations. Or, il y a des endroits où des casernes se créent aussi. Et les municipalités, là-dedans, non plus leur voix au niveau des secours ? Bien sûr que si. Le maire est au cœur du dispositif. Le maire reste le directeur des opérations de secours. Ah, d'accord. Sur sa commune, oui. J'avais mal compris. Le maire a une place prépondérante dans la distribution des secours. C'est lui qui commande les secours, qui dirige les secours sur l'étendue de sa commune. Ensuite, ce sera le préfet si jamais le sinistre excède les limites de la commune. Mais le maire a son mot à dire, bien sûr. Il est présent au conseil d'administration. Il est présent auprès des centres de secours. Il n'y a aucun centre de secours qui n'a pas d'étroite relation avec le maire de la commune siège, mais également les maires du secteur de premier appel. J'en veux pour exemple Bernard Dutray, qui est chef de centre et qui va pouvoir en parler beaucoup mieux que moi des relations avec les maires des communes. Alors comment ça se passe ? Non, ça se passe très bien. Nous, on rayonne sur 10 communes. Bon, certes, pas des communes énormes sur le secteur du Verdon et du lac de Sainte-Croix, et où on a la particularité aussi de développer des postes de secours l'été en bordure du lac, donc des postes de secours, c'est-à-dire le SDIS déplace des moyens, notamment des ambulances, des VSAV, au plus près de la population estivale. Et les communes nous confient la surveillance des plages
3 postes plage sur le lac de Sainte-Croix. Et donc on est, je dirais, constamment en liaison et en relation avec les maires des communes, avec les conseillers départementaux, qui font en plus partie du conseil d'administration du GIDIS. Ouais. Donc non, il n'y a aucun problème là-dessus. Dès qu'il y a une intervention importante, ils sont au courant, ils viennent même sur les lieux avec nous, il n'y a pas de souci là-dessus. Et pour avoir connu l'époque communale, vraiment communale, il y a longtemps maintenant, avant 96 évidemment, le chef de corps de l'époque, puisque le chef de corps est devenu le chef de centre, avait d'autres relations avec le maire, parce que c'est lui qui vraiment tenait le budget, et où c'était quand même plus compliqué. Donc on était en prise directe, et je trouve qu'aujourd'hui c'est plus souple, du moins pour le chef de centre. Le bébé a été transmis, je dirais, à la direction qui a le problème, la question du budget à gérer, mais à un autre niveau, au niveau du conseil d'administration. RCF, Marc Armentet, c'est d'actu. Alors j'ai vu justement le budget des pompiers, national je parle, c'est autour de 5 milliards à peu près, qui se partagent entre les SDIS, les 97 SDIS de France, qui lui va, et j'ai vu que quelquefois, dans certaines communes, ça graissait vraiment, au niveau des sous. Alors, le chiffre que vous annoncez correspond à l'ensemble des budgets concaténés, je dirais. Oui. Sachant que le budget est voté par le conseil d'administration, qu'il comprend, comme je l'indiquais tout à l'heure, une contribution départementale et une contribution des communes et des PCI. Donc, grosso modo, le poids du financement du GIDIS est partagé quasiment à part égale, puisque de mémoire, au niveau national, on doit être à 57% de financement par le conseil départemental et 43% par les communes, sachant que dans le Var, on est plutôt à l'inverse, puisqu'on doit être de l'ordre de 47% pour le conseil départemental et 53% pour les communes. Alors, il est vrai que la sécurité n'a pas de prix, mais elle a un coût, pour répéter une phrase assez connue. Et cette année, les contributions communales ont été un peu revues, et de manière à lisser certains effets, parce qu'on s'était aperçu qu'il y avait quelques écarts qui n'étaient pas justifiés, entre communes de même taille. Il y avait une qui payait beaucoup plus cher que l'autre, et donc on s'est lancé dans un vaste chantier d'essayer d'aplanir tout ça. Forcément, ça grince. Mais bon, malgré tout, comme je vous le disais, les élus ont conscience de l'importance et de la nécessité d'avoir un SDIS de qualité, et même si les grincements de dents se font entendre, on sent quand même une volonté de faire un effort, et je pense qu'on trouvera une solution. Charge à nous, SDIS, d'apporter toujours une réponse de qualité aux gens qui nous financent. Voilà. Et pourquoi on ne donne pas la gestion des sous au SDIS directement ? Ce ne serait pas plus simple ? C'est le cas. Ah, c'est le cas ? Oui. C'est-à-dire que le budget est voté, donc le SDIS est un établissement public. Voilà, donc on dispose de l'autonomie financière, même si le budget est abondé par les collectivités. Mais une fois que le budget est voté, en l'occurrence pour le Var, on doit tourner dans les 130 millions. Une fois que le budget est acquis, c'est nous qui le gérons. Voilà, donc section investissement, section fonctionnement, sachant que sur le fonctionnement, vous avez 80% des dépenses qui sont liées à la masse salariale. Et le reste, pour le fonctionnement classique, quand je vous dis que le SDIS consomme 1 million de litres de gasoil par an, il faut les payer. Donc, quand le litre est à 1 euro, j'ai 1 million d'euros. Quand il passe à 1,5 euro, c'est 1,5 million. Tout ça, c'est du fonctionnement. Et après, ce qui reste, on peut le mettre en investissement, c'est-à-dire les casernes. 82 bâtiments à entretenir pour le SDIS, des casernes et d'autres bâtiments. Nous avons un parc véhicule qui avoisine les 1300 véhicules, donc de tout type de véhicules, pour faire face aux situations. Donc tout ça coûte. Vous avez les bateaux. Ça coûte. On a aussi des embarcations, parce qu'avec 432 km de côte, on a besoin d'intervenir, même si la partie maritime se répond à d'autres contraintes. Voilà, donc tout cela, ça a forcément un coût. Pour un département d'un peu plus d'1 million d'habitants. Voilà. Alors nous l'avons dit tout à l'heure, 193 656 sapeurs-pompiers volontaires à fin 2015, et il en manque, il en faut. Alors, encore une fois, il en faut, mais où ? Et la question, c'est de savoir où. Parce que je vais reprendre l'exemple du Var. Le Var est très attractif. On n'a jamais eu de difficulté pour recruter des pompiers volontaires sur le Var. Par contre, et Bernard pourra en parler beaucoup mieux que moi, il y a des endroits dans le Var où il est difficile de recruter et même de conserver simplement. Encore une fois, parce que parfois l'activité opérationnelle n'est pas aussi intense que les gens le voudraient, et les gens partent. Ou alors ils se rendent compte que c'était pas aussi intéressant qu'ils le pensaient. Oui. Parce qu'il faut quand même voir une chose, c'est comme dans tous les secteurs d'activité. Tous les ans, plusieurs milliers de volontaires font valoir leur droit à la retraite, et les recrutements ne permettent peut-être pas tout à fait de combler les départs. Et ça, on le voit dans toutes les professions aujourd'hui.
Vous avez les gens de mon âge qui sont à la retraite, et les jeunes, derrière, il n'y en a pas trop, quoi. Ils ont d'autres préoccupations, apparemment, aujourd'hui. Disons que les pompiers volontaires qui partent en retraite, c'est quand même pas la majorité. Voilà, ça veut dire qu'ils partent au bout de 35 ou 40 ans de service, on les compte quasiment sur les doigts de la main. Ceux-là qui font une belle carrière comme celle-ci, on en rêve tous d'avoir des gens qui restent aussi longtemps. On a souvent des gens qui vont faire 5 ans, peut-être 10, et puis en fonction des bosses un peu de la vie, vont pouvoir consacrer ou pas du temps. Et on s'aperçoit qu'il y a des cycles en quelque sorte. Il y a le jeune qui va rentrer parce que jeune et fringant, plein d'énergie, il va rentrer chez nous, puis arrivera l'âge du permis, des copines, du travail, peut-être obligé de quitter sa région d'origine pour aller trouver du travail. Donc là, on va observer un creux et on va voir revenir peut-être un peu plus tard des gens qui sont posés socialement, qui ont pu définir la part de temps qu'ils pouvaient consacrer au volontariat et qui se diront voilà, entre les enfants, le boulot, la maison, il me reste de quoi poser 3 ou 4 gardes par mois. Oui, parce que justement, on va en parler rapidement de ça. C'est que pour un jeune aujourd'hui qui travaille, qui a un travail, une famille, ça devient compliqué de donner des heures à la sécurité. Pour un jeune et pour un moins jeune. Et pour un moins jeune, parce que, les entreprises, avec les 35 heures en plus, les entreprises, si le gars part 2-3 heures par semaine, ces heures ne seront jamais rattrapées. Et puis, il y a les épouses aussi, quelquefois, qui doivent se dire, attends, tu vas chez les sapeurs-pompiers, mais c'est plus des loisirs qu'autre chose. Donc, on a ces problèmes qui se posent aujourd'hui et qui freinent beaucoup, je pense, beaucoup de jeunes à rentrer chez les sapeurs-pompiers. Et pourtant, c'est pas faute, vous, de faire votre travail à ce niveau-là. On encourage effectivement par diverses campagnes. Vous en avez, de toute façon, on est toujours en campagne quelque part de recrutement des pompiers volontaires. Il n'y a pas un problème du volontariat, il y a un problème des volontaires parce que aucun volontaire ne ressemble à un autre. C'est pas. On a vraiment parmi les volontaires une représentation quasi identique de la population. Je vais vous faire écouter quelque chose justement qui démontre bien ce que vous dites. Écoutez. J'avais vraiment envie de me lancer là-dedans quand je voyais par exemple à la télé les pompiers ou quand je les voyais passer devant chez moi et puis on m'a inculqué les valeurs surtout, les valeurs, la discipline. Ça nous cadre un petit peu socialement, qu'on est posé, on est un peu, on est bien dans notre tête, on a des valeurs, on part pas dans tous les sens et voilà, c'est une ligne de conduite qu'on doit tenir et dans la vie de tous les jours ça nous aide. On est confronté à des choses de la vie qui sont pas toujours faciles, donc dans ce cas-là oui, on est beaucoup plus posé, on est plus mature. J'ai rencontré ce métier par hasard. Je travaillais pas loin d'ici et il y a un pompier qui venait, André, qui passait régulièrement chercher du matériel. Et puis un jour, au comptoir, en discutant, j'apprends qu'il est pompier et je lui pose juste la simple question, mais tiens, comment on fait pour rentrer chez les pompiers volontaires? Donc il m'explique légèrement et 3 mois plus tard, il arrive comme un fou au comptoir avec son truc et il me dit il y a un recrutement bientôt et il me faut une lettre de motivation dans les 10 jours. Je suis devenue sapeur-pompier volontaire pour m'engager pour les habitants de ma commune. J'ai démarré dans les Hautes-Alpes parce que je voulais être là pour eux dans les moments les plus difficiles de leur vie, en cas de problème de santé ou en cas d'incendie, et ne pas voir les pompiers passer et ne pas pouvoir faire partie de ce moment crucial qui est parfois difficile. Je viens d'avoir 17 ans, je suis le plus jeune du groupe. Mon projet c'est de devenir sapeur-pompier professionnel, voire marin-pompier si j'y arrive. 4 beaux témoignages là, avec des motivations un peu différentes, c'est très curieux. Je ne suis pas du tout surpris parce qu'effectivement les motivations de chacun lui appartiennent et on a de tout, on a un ensemble de gens qui sont formidables d'une part parce qu'ils apportent un plus à la profession, parce que tous ces gens qui portent le même uniforme que nous n'ont pas la même origine, notamment professionnelle. On a des artisans, on a des médecins. On a vraiment un panel de la population qui est extrêmement riche et c'est ce qui fait notre force quelque part, parce que tous ces gens-là nous apportent quelque chose et il faut qu'on s'efforce, nous, dans notre quotidien de professionnels, de leur apporter quelque chose qui leur donne envie de rester. Oui, parce que là, on l'entend bien, servir, le sens des valeurs, on est plus mature. Il y en a un, d'ailleurs, à la fin, le dernier, qui est pas bête, il dit « Moi, je suis rentré parce que je veux que ça m'apporte un métier. » La formation que je vais avoir chez les sapeurs-pompiers, j'aimerais que ça m'apporte un métier. Donc ce sont des choses qui sont très importantes et effectivement, moi qui ai entendu la totalité de leurs témoignages, ce sont des gens qui sont très heureux de ce qu'ils font, très très heureux de ce qu'ils font. C'est ce qu'il faut, entretenir cette flamme, si on peut dire. Et vous y arrivez ? Des fois, je me demande si on manque pas un peu d'humain dans nos casernes.
On est capable aujourd'hui de partir, de quitter la caserne sur une demande de secours, sur un appel, et d'aller porter secours à une personne qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, à laquelle on va apporter toute notre attention, tous nos soins, et qui, voilà, on est capable de le faire, ça, pour de parfaits inconnus, si on peut dire. Par contre, est-ce qu'on est capable, dans nos propres casernes, d'accueillir, avec la même fougue, avec la même passion, avec le même amour, je dirais, celui qui va venir nous épauler. Et là, ça s'apprend, ça. Ça s'apprend. Je pense que c'est une culture qu'il faut remettre au cœur de nos casernes. Oui. Je voudrais qu'on dise un petit mot quand même, parce que là, on n'a pas dit le 10e de ce qu'on voulait dire. Hein. Je voudrais qu'on dise un petit mot quand même sur les cadets. Je trouve ça magnifique. Alors les cadets, le premier ou le second témoignage que j'ai entendu là, il y a quelques secondes, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, c'est un jeune, alors je ne veux pas dire qu'il est en perte de repère, on n'en est pas dans le psychodrame, mais un gamin qui simplement, regardez, quand on entend son propos, il parle de cadrer, repère, discipline. Et comment se fait-il que ce soit nous qui soyons obligés d'inculquer ces valeurs, dire c'est à la maison que ça s'apprend, enfin, en ce qui me concerne. De moins en moins. Hein, voilà. Mais bon, et c'est vrai qu'on sent, et là je parle en connaissance de cause, ces jeunes qui viennent avec nous, déjà on est obligé de faire un choix parce qu'ils sont nombreux à venir frapper à la porte de nos casernes, et quand ils sont entre guillemets entre nos mains, eh bien ils sont ravis d'être cadrés, d'avoir une discipline, de recevoir pas des ordres, mais au moins des consignes claires. On a l'impression dès lors qu'ils savent où ils y vont d'un pas. Tout à fait. Alors bon, s'il faut savoir, ce sont les cadets de la sécurité civile. Hein. Ils ont... Non ? Alors, il y a les cadets de la sécurité civile, c'est un dispositif qui est mis en place avec le concours de l'éducation nationale, qui permet de mettre en place des classes, je dirais, dédiées. Hein. Alors, sachant que c'est un concours, bien évidemment, au vaste ensemble des acteurs de la sécurité civile. Moi, je vous parlais, j'ai peut-être été un peu rapide, des jeunes sapeurs-pompiers. Oui. Les jeunes sapeurs-pompiers, ce sont nos enfants de troupe, en fait, pour faire clair. Des gamins, donc, entre 12 et 18 ans, qui viennent les samedis ou les mercredis dans les casernes pour apprendre le métier et pour devenir plus tard pompier volontaire, voire professionnel. Alors, si l'émission que nous avons faite, parce qu'elle arrive vraiment à sa fin, si l'émission que nous avons faite intéresse des jeunes et des moins jeunes, pour devenir sapeurs-pompiers volontaires, comment doivent-ils procéder ? Alors je les invite à prendre contact auprès de la caserne la plus proche de leur domicile. Tout simplement. Voilà, tout simplement, puisque un recrutement de volontaires se fera au plus près du domicile pour des questions de disponibilité, de facilité opérationnelle. En tout cas, messieurs, je vous remercie énormément pour être venus nous rencontrer pour parler de ce corps que nous aimons tant. Un petit coucou et un petit remerciement au colonel Pasquini qui m'a reçu de façon exquise au SDIS de Draguignan. Et je pense qu'effectivement, l'an prochain, je ferai un saut là-haut pour faire un documentaire sur place. Allez, je vous dis à très bientôt sur notre antenne et merci encore, messieurs, pour cette émission.